Ça devrait être bon. Bon, bonsoir à tous. Donc ce soir, on va parler, enfin, entre autres choses, de facts. Est-ce que certains d'entre vous en ont entendu parler par rumeur, bruit de couloir, parce qu'ils sont contraints de l'utiliser tous les jours? Bon, donc FACT, c'est le système de correction qui a remplacé un autre système de correction qui était avant utilisé par les AQ. Et c'est le système, du coup, qu'on utilise actuellement. Donc, moi, je ne suis plus AQ, hein, ça fait longtemps. S'il y en a peut-être dans la salle qui m'ont connu en tant qu'AQ. Non? Si? Oui, voilà, oui. Donc, comment ça s'est passé? On va commencer par faire un peu d'historique pour comprendre les raisons qui nous ont motivés à le réécrire. Parce qu'après tout, pourquoi réécrire un soft quand on a un soft qui existe déjà? Si ce n'est pour le plaisir. Après tout, on a bien réimplémenté pour vous malloc, find, enfin... L'intérêt, on va voir qu'est-ce qu'il y avait comme problème avant, qu'est-ce qu'on a fait de mieux, quels étaient nos objectifs, pourquoi est-ce qu'on allait dans cette direction, pourquoi est-ce qu'on n'a pas repris d'autres directions, et surtout, voir un peu comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que vous pouvez l'utiliser, que ce soit pour vos projets perso, pour tester tout ce que vous voulez, et comment est-ce que vous pouvez aussi contribuer, puisqu'il faut savoir que ce projet est open source depuis très récemment, et du coup on espère que vous allez soit bug report, ça nous intéresse, hein, des bugs c'est toujours intéressant, soit que vous allez nous suggérer des feature requests, parce que vous avez envie qu'on ait des nouvelles fonctionnalités en plus. Avoir une moulinette intégrée de vérification de coding silencé n'est pas une feature acceptable que vous pouvez request. Mais à part ça, on est très ouvert sur tout ce qui est feature, etc. Ou même aller plus loin et quand vous êtes vraiment motivé, dire « Ok, je développe un pan, une feature qui est utilisable directement et qui sera du coup utilisée dans le système de correction. » On est tout à fait ouvert à ça et c'est le but aussi de vous montrer un peu comment est-ce que vous pouvez interagir avec ce système. Alors avant, il y avait quoi? Avant, il y avait un autre système qui a été utilisé pendant 10 ans à Epita. Ce système, il s'appelait UTTK, il était entièrement écrit en Ruby. Déjà, premier problème. Et donc, son souci principal, c'était qu'il ne savait faire qu'une seule chose, c'est-à-dire du diff. En gros, vous lui donniez un programme en entrée, un programme à comparer, il diff, et il vous dit si c'est oui ou si c'est non. C'est bête, mais bon, dans le fond, ça faisait le job. Il y a plein de points pour lesquels ça ne faisait pas vraiment ce qu'on voulait. Premier point embêtant, c'est du diff. Il y a plein de cas où vous avez envie d'avoir beaucoup plus qu'un diff. Si on vous demande de renvoyer une liste ou d'afficher une liste, elle peut ne pas être ordonnée, elle peut ne pas être triée, ça peut varier d'un voisin à un autre. On peut avoir envie de faire plein d'autres choses comme ça. C'est pas vraiment adapté. Ensuite, on peut vouloir aussi faire des choses avec du XML, on peut vouloir mettre des contraintes sur le processus. On peut vouloir mettre plus qu'un timeout. On peut vouloir mettre une limite de mémoire, une limite sur le temps d'exécution kernel, vous n'avez pas le droit de passer plus d'un certain temps en kernel land. Plein de choses qu'on veut faire et qu'on ne pouvait pas faire avant. L'autre problème aussi, c'était la maintenance. Maintenir du code Ruby... Et puis en plus, ça change d'une version sur l'autre, c'est pas top. Donc pour ça, on a choisi un langage beaucoup plus beau, beaucoup plus propre, élégant, performant, Microsoft. Ceux qui me connaissent voient un amour particulier que je voue à cette compagnie. Donc on l'a fait en C#. Techniquement, je pense que dans la salle, vous avez tous déjà fait du C#. Qui n'en a jamais fait? Parce qu'aujourd'hui, on va en voir là pour le coup. Ok, donc entrée parallèle, je suppose. Voilà. Bon, grosso modo, pour ceux qui n'ont jamais fait de C#, et même pour ceux qui en ont fait, on va faire un petit... rafraîchir un peu les concepts. Pourquoi est-ce qu'on a fait du C#? Bon, déjà parce que c'est un langage qui va nous permettre d'être multiplateforme. Contrairement à ce que vous pouvez penser, ça tourne aussi sous Linux grâce à Mono. En plus, avec les efforts faits récemment par Microsoft sur l'open sourcing de la plateforme .NET, on va arriver à quelque chose qui va être de plus en plus stable sur Linux et BSD. De plus, vu la masse de code qu'on a à corriger aussi, ça nous arrive de corriger des bugs dans Mono. C'est même assez courant. On les workaround chez nous. Des fois, on en voit chez eux, mais la plupart du temps, on workaround. Et ça marche bien. C'est-à-dire que vous pouvez faire votre test suite sous Windows.
Vous dites comment est-ce que ça va être testé, comment est-ce que votre programme va être testé, les help messages, les machins. Vous faites tout sur votre Visual Studio favori. Et juste à la fin, vous copiez votre test suite, copy-paste votre test suite sous Linux, et elle doit pouvoir fonctionner. Alors vous allez dire, ouais, non mais il y a une arnaque là-dessous, tout ce qui est nom de fichier, les chemins, tout ça. Ok, le langage est multiplateforme, ok, la VM va nous permettre d'être multiplateforme. Mais attends, là, il y a plein de trucs ne serait-ce que l'exécution d'un process, ça ne va pas passer d'une plateforme à l'autre. Vous avez raison. Si on utilise .NET tel quel, et la classe System Diagnostic Process, qui vous permet de lancer des processus, de faire des diffs ou autres, oui, ça ne va pas passer d'une plateforme à l'autre. Et entre autres, notre objectif, eh bien, ça va être de vous fournir une plateforme où vous allez pouvoir faire du copy-paste, littéralement. Ça nous est arrivé de le faire, on l'a fait, ça fonctionne très bien. Vous copy-paste une test suite vers un autre point, ça marche. Autre avantage qu'on voulait, on voulait quelque chose aussi d'un peu plus robuste que du script. Bon, c'est typé, c'est safe, ça fonctionne bien. Bon, après avoir passé un bon petit moment sur l'introduction, il faut quand même voir un peu qu'est-ce que c'est cette chose. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec une partie qu'on appelle le core. Le core, c'est une bibliothèque. Ne vous inquiétez pas, il y a une longue partie live démo, c'est la partie chiante là. Donc on a d'abord le core, c'est la bibliothèque, c'est ce qui contient tout. Grosso modo, la philosophie keep it simple and stupid, c'est pas nous. Il va falloir chercher ailleurs parce que ça, voilà, là il y a plusieurs kilolignes de code. On va pas dire la taille exacte, mais il y en a beaucoup plus que plusieurs kilos. C'est un gros bout qui se charge de faire ce qu'il faut quand vous êtes sous Windows, de faire ce qu'il faut quand vous êtes sous Linux, de lancer les processus, de monitorer les processus, de compter la RAM utilisée, le nombre de threads utilisés, est-ce qu'ils sont actifs, est-ce qu'ils ne sont pas actifs, est-ce que vous passez du temps en kernel land, quelles sont les fonctions que vous appelez. Il va aussi se charger d'implémenter pour multiplateformes, du readelf, du readPE, des choses en link time, de faire de l'invocation dynamique, même si vous êtes sur Windows ou Linux. Enfin, il va faire la vie pour vous. Ensuite, au-dessus, on a FactExe. Je viens du monde Windows, désolé. Donc FactExe, c'est l'exécutable qui va vous permettre de l'utiliser en ligne de commande. Grosso modo, vous allez pouvoir, on n'a pas envie de créer un programme C# juste pour lancer des tests quand même. Alors, il va falloir avoir une ligne de commande. FactExe, c'est la ligne de commande. Et la ligne de commande, elle fonctionne comment? Avec plein de petits plugins au-dessus. Make, qui va se charger de make un projet. Run, qui va se charger de lancer les tests. Print, qui va charger de les afficher dans un format XML, passable par exemple par l'intranet. Et comment est-ce que ça fonctionne tout ça? Eh bien en fait, ces petits modules vont juste appeler des fonctions du core et ils vont dialoguer entre eux, mais ces modules-là ne contiennent pas vraiment beaucoup de code. Au pire, 1000 lignes, mais pas beaucoup. Si vous voulez vous investir dans Fact et dire « Ok, c'est sympa d'avoir print, mais moi j'aimerais bien fournir un module pour print », avec le format gtest par exemple, bon, il se trouve qu'on l'a déjà, mais supposons que vous vouliez le faire, eh bien vous pouvez juste implémenter un petit Pretty Printer qui est un plugin, qui se greffe sur le core et qui décrit comment est-ce qu'on imprime des tests, mais cette fois-ci au format gtest plutôt qu'au format fact. Ça fait partie des choses sur lesquelles on est tout à fait ouvert, et si vous commencez à développer des choses comme ça, on sera très content. C'est bien, c'est modulaire, bon, ça c'est gros. C'est bien quand enfin bon, vous avez tout, t'en as. Comment ça s'utilise? Et on va voir tout de suite après la démo. Première chose à savoir dans Fact, c'est qu'on fonctionne avec des archives custom. C'est pas des tarballs. C'est pas non plus des zip. C'est des archives qui stockent les résultats des tests associés à chaque fichier ou à chaque projet. C'est-à-dire qu'en plus des fichiers, vous avez les tests qui sont stockés juste à côté. On les appelle les Fact Packages quand ils sont sur le disque, ou les Fact Projects quand ils sont en RAM. Pour en créer un, simplement, vous créez à partir de votre répertoire votre package. C'est sympa, et après vous allez pouvoir l'utiliser avec tous les plugins. Premier plugin très utile, et que généralement vous allez avoir envie de l'utiliser, c'est le plugin MakeMake. MakeMake, c'est comme ça qu'on build. Grosso modo, vous faites « je crée mon projet type 42SH ou autre », je le make, et il va suivre toutes les étapes de build. Configure, il va le lancer tout seul s'il y en a un, il va choisir entre CMake, AutoTools, votre makefile, vous rapporter vos erreurs, vous dire ce qui s'est mal passé, faire un rapport détaillé. Si ça se passe bien, il va vous fournir un package de sortie avec votre exécutable compilé. Si ça se passe mal, il va vous donner le résultat de test qui s'est mal passé.
Vous allez comme ça pouvoir avoir au moins la garantie que bah oui, j'ai mon build system qui se déroule bien, ça va bien passer dans AutoTools, ça va bien passer dans CMake, ça va bien se dérouler jusqu'à la dernière partie de mon build system. C'est plutôt pratique, ça vous évite d'avoir écrit des build scripts et vous avez en une ligne la vie. La dernière partie, c'est le run. Une fois que vous avez votre test suite qui est build, vous avez envie de pouvoir la lancer, vous avez envie de pouvoir lancer des tests sur votre exécutable. Ces tests, ils sont compilés dans une DLL et vous allez pouvoir la lancer sur votre projet, sur le projet que vous avez compilé. Donc ici, on passe en paramètre le projet, la test suite, et le projet de sortie sera en fait le même projet que l'entrée, sauf que cette fois-ci, les résultats des tests seront à l'intérieur de ce projet. Alors, c'est là que ça devient risqué, puisqu'on va essayer de faire une démonstration en live et une installation en live du système. Donc ouais, là c'est généralement le moment où ça va cracher. C'est parti. Faut pas être pessimiste non plus, hein. Essayons de... Vas-y, donc... Ah, en plus on a le retour. Où est la souris? Oui, où est-ce qu'elle est? La souris. What? Allez-y, coupez. Ok. On est multiplateforme. Alors pourquoi c'est pas un TGZ? On est toujours multiplateforme. Tu dois l'avoir quelque part. Attends, il faut mettre-le sur l'écran pour qu'on voit où elle est. Oui. Moi, quand j'essaie d'aller sur le copie de quête, j'ai pas le droit. Toute la question est là, on y revient après. Ah, pourquoi t'as pas la souris? Bon, alors. Ça t'aide pas? Oui. C'est là. Là? L'extrait. Ah putain. Attends. Plus simple. Bon, donc là on a la version complète. Vous avez aussi un package light qui vous permet après d'installer les packages un à un si vous voulez pas tout récupérer d'un seul coup. C'est pas très lourd, hein. Ça doit faire quelque chose comme 9 mégas je crois, le zip. Pas très lourd, 9 mégas de code compilé. C'est pas énorme, donc vous retrouvez notre ami factexe.exe, les dépendances, et on va voir tous les plugins qui y ont avec. Donc on va le faire tout de suite, hein, on va tester. Donc ouvre un PowerShell. Alors la vraie question est, est-ce que je corromps complètement ton PC et installe les add-ons Visual Studio ou est-ce qu'on va se contenter de ça? Corruption. Ouais, j'approuve. Alors, vas-y, mets-le de l'autre côté de la fenêtre et je vais prier pour que j'y arrive. Non, PowerShell, ce n'est pas lent. C'est un mensonge, c'est un mythe. Pourquoi il s'est déjà lancé? Je corromps complètement? Oui. Oh bah oui, alors là on y va. Ah mais c'est pas de... Ok. Oui, oui, je viens de voir, oui.
Ah oui, il faut que je sois administrateur. Tu peux ouvrir une session administrateur? Ah, tu fais ça comment? Tu fais ça avec bouton... Non, 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 regarde, regarde. Ah, attention, bouton droit, voilà. Voilà, voilà. Et là, t'as le truc magique. Vas-y, remets la même commande, remets juste la même commande, mais en administrateur, hein, pour aller jusqu'au bout de la corruption. Non, il n'est pas dans le même terminal. Non, 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 tu vas passer 3 plombes si tu fais... Non, 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 non. Ah oui, la souris, c'est vrai. Mais alors, en fait, tu la vois pas sur notre... Ah oui, en fait, elle est... Oui, bah, c'est vrai. Vous m'aviez pas dit qu'il fallait que je fasse du sport, hein. J'avais pas signé pour ça à la base. Bon, je suppose qu'il a pas... Ouais, il a pas les raccourcis PowerShell, ce serait trop beau. Trop bien, c'est complètement, c'est parti, c'est la fête. Tu peux relancer un PowerShell pour qu'il ait bien les registres à jour. Plus il a même dû mettre à jour, ouais, il a mis à jour la base de registres pour qu'on soit bien de partout, c'est top. Bon, donc là, on relance un shell. Non, il n'y a plus besoin d'être admin maintenant, c'est bon. Il y a la backdoor, tout ça, c'est... Tu relances juste un shell, il faut relance. On est sous Windows, il faut que tu relances un shell. Concept du restart. Il faut que tu relances complètement PowerShell. Alors déjà, pour la première fois, il y a une live démo qui fonctionne alors que ça vient même pas de la même machine, c'est magique. Donc vous pouvez lire la licence. Non. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, Voilà, donc là on est bien, c'est installé sur le système, c'est de partout, pour tous les utilisateurs. On va maintenant faire juste un petit projet de test. Donc chose que tout le monde peut faire. Là, vous avez juste packagé votre project, ça peut être n'importe quoi, vous l'avez mis dans un package et on va pouvoir l'utiliser. Donc on va tenter de le build, vas-y, je te laisse faire les commandes du coup. Tu peux faire un fact make. Make. Non, pas mal, non. Voilà, espace. Moins i. Project.ff. Ouais, project.ff. Moins o, project.ff. Vas-y, tu peux y aller. Voilà, Donc là, il va réfléchir, puis bah non, il peut pas build parce que bah, il a rien du tout. Vous lui avez pas donné de mise à part CL, il a pas make. C'est con. Donc là, il va vous dire, ah, blablabla, je peux pas make mon truc, je suis pas content. Bon, on va lui fournir un truc un peu plus correct. Et on va, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas make puisqu'il nous faudrait un makefile. On va diagnostiquer, ouais. Test run, monitor. Ouais, non, pas tester, non. On va regarder, alors comme j'ai pas de test sous la main, on va juste regarder ce que ça fait quand on teste un process. Un process, je n'ai pas dit, pas Firefox parce qu'il est actif, mais Chrome, il n'y a pas Chrome là-dessus, un truc qui est lourd, qui est velu, quoi.
On a quoi qui est conséquent? Visual Studio se détache tout de suite après, donc non. C'est bête. Internet Explorer. Vas-y, fais-toi plaisir. On va bencher dans Fact Internet Explorer. Alors vas-y. Oui? Non, il y a plus de chances que ce soit ma faute. Allez, vas-y. Donne le nom du process. Il faut le full path, hein, donc je pense pas qu'il sera là. Mais non, tu l'as là, regarde. Voilà. IE. Internet. Bouton droit. Propriété. Ce petit chemin-là. Là. Vas-y, on y va. Non. Clic droit. Vas-y. Voilà, vas-y. Vas-y, mets l'aiguille. Donc là, tu lui mets il monitor. Donc vas-y, voilà, tu peux mettre ça sur votre écran. Voilà, donc là, on voit Internet Explorer qui commence à consommer. Il affiche Internet Explorer à côté. On va commencer à charger un peu Internet Explorer. Là, il fait rien. Non, Internet Explorer. Mets Internet Explorer à côté. Voilà. Vas-y, mets-le à côté. Voilà. Découvrez votre nouveau navigateur. Voilà, donc visiblement, là, il bosse. Vas-y, fais une petite recherche. Donc on peut voir que le simple fait de préfetch les URL, ça le fait monter en RAM, c'est cool. Vas-y, n'importe quoi, tape un truc. Voilà, donc on voit que là, oh, il fait du chargement, on peut voir les graphes juste à côté, il a fait du chargement... Ouais, bah oui, mais colle-le. Non, attends, je sais, c'est compliqué, c'est Windows. Alors, on ouvre des onglets, on va voir comment est-ce qu'il tient la charge, hein, comme navigateur. Vas-y, ouvre des onglets. Faisons-nous plaisir, ouvre des onglets. Voilà. Facebook, très bonne idée. Facebook. Petite montée en mémoire. On voit pas le reste de la fenêtre, il y a un petit décalage. Hein, mais c'est vrai que... Ouais. Google Images. Bing Images. Vas-y. Ben, il faut que tu tapes ta recherche avant. Vas-y, descends, scroll pour voir si Bing charge à la demande petit à petit. Enfin, pour voir si eux charge. Vas-y. Descends. Visiblement, il avait déjà mis en cache pas mal de trucs. Hein, ça lui consomme beaucoup, mais pas... On peut voir qu'il y a 32 threads, dont 31 qui se touchent. Ça, c'est le nombre de threads qui slip, et ça, c'est le nombre de threads actifs. C'est rentable. Hein, il passe beaucoup de temps en kernel land, mais bon... On a vu, grosso modo, par test, c'est ce qu'on va voir, nous, de notre côté, et c'est ce que vous allez voir, vous aussi. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement dire, à partir du moment où vous consommez plus d'un certain pourcentage en kernel land, à partir du moment où vous allez consommer plus d'un certain nombre de threads, vous n'avez pas le droit d'avoir un certain nombre de threads endormis, un certain nombre de threads actifs, tout ça, vous allez pouvoir le paramétrer, le contrôler. C'est la deuxième partie et la deuxième étape, donc on peut revenir sur ouais, tu peux fermer IE. Du coup, il se ferme et il te dit qu'on a eu un memory peak avec... Oh, il exit code 1, tiens. Donc là, vous voyez à peu près comment ça va fonctionner. Vous pouvez lancer la même chose sous Linux, sous BSD, sous Mac. On va faire l'abstraction pour vous, le lancement, le monitoring,
C'est géré de notre côté, il n'y a pas de souci. Et vous allez pouvoir le mettre dans votre test. Si vous avez des tests de performance à faire, vous pouvez utiliser ce genre d'outil. Ok, étape suivante. Il faut remettre le... Ouais. J'espère que tu l'as pas fermé surtout, mais... Ah, c'est bête. Oh. Ah, c'est le site de publication. Non, non, tu le trouveras pas, c'est le site Office. Bon, je vais te le repasser. Non, je sais pas encore quitté, s'il a toujours en plein milieu. Ah! Oui. Non, non, c'est la bonne slide. En grosso modo, vous allez vous dire, ok, c'est cool, vous pouvez tester des process, mais qu'est-ce qui se passe si le process il crache en fait quand je le teste? Bon, ok, il crache une fois, c'est bon, on est passé. Mais qu'est-ce qui se passe s'il fait genre un truc vicieux? Genre, parce que, allez, qui n'a jamais fait cracher sa machine à cause d'un de ses programmes? Lève la main. Honnêtement, hein, vous pouvez être un programmeur modèle, faire 36 vérifications et ne jamais faire cracher votre machine parce que vous n'avez jamais fork bomb votre machine, jamais out of memory bien violent votre machine avec une série de malloc, jamais kill init par mégarde parce que vous aviez corrupt vos... À qui ça n'est jamais arrivé? La machine des accus, ça compte? Ça peut compter aussi, oui. Donc, ça arrive. Comment est-ce qu'on peut s'en prémunir? On ne peut pas, parce que comme vous l'avez vu, nous on tourne avec les mêmes privilèges que vous. Il n'y a pas de... Vous allez nous kill en même temps. C'est mal, mais vous allez le faire. Il y a une architecture dans FAC qui vous permet de tester et de faire des tests plus ciblés. Ça va vous permettre de tester sur des machines différentes, sur des OS différents aussi. Vous pouvez dire je veux le même test sur un Windows, sur un Linux, sur un BSD. Bon, en vrai ce sera plutôt sur un Linux, sur un BSD, mais... peut pas tout avoir. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir comme ça distribuer vos tests sur des machines distantes. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on rajoute? Vous allez uniquement rajouter ---- serveur et l'adresse du serveur de compilation. Et il va se charger de paralléliser tout pour vous. Il va paralléliser les tests, paralléliser la compilation sur plusieurs machines. Si ça fait, il n'y a pas de souci, il va dire que l'agent est mort et en reprendre un autre. Alors, je ne sais pas si on a le temps de faire les démos, du coup, non? Si? Oui? Oui. Donc on va faire quelque chose qui est mal. On va faire une suite de tests, votre première suite de tests, et en plus on va la faire crasher en plein milieu, mais genre violent. Genre le crash. Donc mettre Visual Studio. Alors là, ça va être sportif. On va la faire crasher genre en plein milieu. Genre la pire exception possible, l'internal crash. Ah, Visual Studio crash. Ah. Ah bah oui, mais là il marche pas. 40 secondes.
C'est bon? Ouais, on fait 100. Je fais 100. Il va falloir me croire que ça marche. Et il faut me croire. Par moment, il faut croire. Oui, et d'ailleurs, Fact se teste tout seul. On va voir comment est-ce qu'on teste Fact avec Fact. C'est très rigolo. En plus, c'est rigolo parce que la test suite de Fact ne marche pas. Vas-y, mets le PowerShell. Va à l'endroit où tu as téléchargé. Donc dans Download. Alors, pour être plus précis, comment est-ce que ça fonctionne ce système de récupération sur test? On exécute tous les tests un par un sur des agents séparés. Quand un des agents tombe, les agents pingent régulièrement. Quand les agents ne sont plus en mesure de ping, du coup, on considère que le test est mort. Après, à vous de faire ce que vous voulez pour redémarrer VM, PC ou autre. Mais nous, on est en mesure de récupérer le test par-dessus. Alors, ouais, super. Donc là, comme on l'a dit tout à l'heure, fact test run, -- test suite. Système. Ah, il n'y a pas la test suite interne de fact providée par défaut. Dommage. Bon, on peut pas voir que fact teste fact, donc il faudra me croire aussi. Trust me. Pas pratique. Ok, bon, du coup, on va tout de suite passer sans la live démo, c'est dommage. Comment est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne comme... Qui a déjà fait du JUnit dans la salle? Ok, qui a déjà fait GTest dans la salle? Qui a déjà utilisé un framework de test dans la salle? Ah ah. Vous reconnaissez du C# ou pas? Ouais. Vous dites juste que vous avez un groupe associé à votre classe, un test, avec, là il teste no argument, et vous vérifiez que ça se passe bien avec un petit assert à la fin. Est-ce que, oui, il a réussi à parser? S'il n'a pas réussi à parser, dommage, le test est considéré comme fail. Ça, on va réussir à le parser tout seul. Vous nous fournissez juste un fichier compilé avec ça, et on va lancer la test suite qu'il y a derrière. Donc là, on ne peut pas faire de démo à cause de Visu, mais est-ce que je prends le risque de compiler à la main du C#? Je ne pense pas. Donc, trust me, ça fonctionne. Comment est-ce que vous pouvez nous aider? En reportant des bugs quand vous l'utilisez. Ça nous aidera bien. Ne serait-ce qu'un simple bug report, c'est cool. Vous pouvez nous aider en ajoutant vos propres plugins. C'est bien aussi. Vous pouvez nous aider en nous suggérant des nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez nous aider en fixant des bugs pour nous. Non, ce n'est pas de l'exploitation. Et vous pouvez implémenter de nouvelles fonctionnalités. On sera aussi très content. Une backdoor, par exemple. Il y en a déjà suffisamment comme ça. Voilà, donc vous pouvez aller sur le site web, c'est project-fact.com, et une fois qu'on aura fini de clean le dépôt, tout sera open source. Vous pouvez d'ores et déjà le télécharger comme on l'a téléchargé là. Au moins make, vous allez voir, c'est très facile de make un projet, d'écrire une test suite. Et quand on aura fini l'open sourcing complet, n'hésitez pas à aller sur le site, soumettre des bugs. Attention, pas soumettre des bugs veut dire faire des bug reports, pas introduire des bugs. Ça, on n'est pas pour. Enfin, si vous commencez à développer là-dessus, vous allez introduire des bugs, mais n'hésitez pas à aller voir ce que c'est plus en détail, essayer de jouer avec, regardez comment ça fonctionne. Prenez un projet que vous avez déjà fait, que vous avez bien aimé, regardez comment est-ce que vous pouvez déployer une architecture de test avec MakeMake. Vous allez voir, ça se fait très facilement et vous pouvez reproduire un vrai système de test et d'analyse derrière votre système. Et n'hésitez pas du coup à nous rejoindre, à implémenter de nouvelles fonctionnalités, des plugins. On est toujours ouvert là-dessus. C'est pas parce que c'est le système de correction des accus, ça n'a rien à voir, c'est quelque chose, une entité séparée.
Vous pouvez soumettre des bugs, vous pouvez demander des features, il n'y a pas de souci, on est ouvert. Vous verrez aussi qu'on a un système de parsing de code, donc CC++, que vous pouvez utiliser pour faire de l'analyse statique de code. Genre vérifier si j'ai un malloc, est-ce que j'ai des variables non initialisées ou pas. Si j'ai, là je crois qu'on n'a plus le temps. Ouais, c'est ça, on n'a plus le temps. Donc je vais pas le montrer. Si j'ai un malloc, on peut vérifier qu'il y a des variables non initialisées derrière. Vous pouvez vérifier aussi si vous avez un malloc qu'il est bien suivi d'un espace. Enfin, plein de trucs comme ça. Ça s'écrit super facilement. C'est une nouvelle API. N'hésitez pas pareil à venir participer, à commencer à ajouter du code là-dessus. On est vraiment ouvert sur ce point-là. Est-ce que vous avez des questions, même des questions sur comment ça fonctionne dedans, hein, c'est pas gênant. Ouais. Mais Hugo, admettons que je veuille pas du tout introduire ma prochaine conférence et que je sois en train de développer une machine virtuelle et que j'ai besoin de shadow memory. Est-ce que Fact est en mesure de me fournir ça? Bien sûr, Fact est en mesure de te fournir ça. Alors, il y a quelque chose que vous allez vite découvrir dans Fact, c'est que c'est gros. Il y a beaucoup de classes, il y a beaucoup de code. En fait, on ne veut pas le dire parce qu'après les gens nous reprochent qu'il y a trop de code. Mais quand vous allez faire un tour dans l'API complète de Fact, vous avez plus de 200 000 lignes de code. Et les gens nous le reprochent parce que c'est gros. Mais oui, il y a de la shadow memory. Vous avez même de la mémoire virtuelle, de la réservation de VRange et tout ça. Et supposons qu'on va introduire sa prochaine conférence. Est-ce que Fact peut-il l'aider à faire du JIT? Que lui faut-il pour sa prochaine conférence? Il a besoin d'allouer des pages mémoire. Oui, nous pouvons. Il a besoin de passer une page mémoire de read-write à executable. Nous pouvons le faire aussi. Et en plus, il a besoin de quelque chose qui permet de jitter du code. Nous pouvons le faire, nous avons aussi un jitter dedans. Enfin bref, n'hésitez pas. Alors, voilà. Nous avons quelques options marrantes que vous pouvez regarder, qui sont des jolis petits cadeaux qui traînent dans le code, des petits easter eggs, dont le moins coffee. Cela dit, ça prouve que tu as très mal lu quand même notre site web. Parce que si tu avais bien lu notre site web, je crois que c'est écrit en plus. Hein. On prévient les gens. Qu'est-ce que c'est cette chose C'est moi qui ai fait ça. Je suis meilleur en proc system qu'en anglais ou en web. Je crois en plus qu'il y a des gens qui nous avaient fait la remarque. Ctrl F Coffee. Ouais, je suis sûr. Ah, il n'est pas sur cette page. Bring me to the developer tutorial. Il est quelque part sur le site. Il est là? Je l'ai pas vu. Voilà. Donc oui, on peut faire à peu près tout, mais non, pas le café. Et on le met bien dans la doc, hein, c'est précisé. C'est pas une feature. Par contre, on a Mamie Gâteau et Mamie Nova. C'est des features. Oui, vas-y. Alors, le développement total a duré plus de 3 ans à plusieurs personnes. Et il est utilisé depuis 2 ans. C'est 3 ans à raison de plus d'un commit par jour. Il faut compter en... Quoi? Non. C'est quand même... On n'est pas si productif que ça. Si vous voulez vous adresser à des gens pour pouvoir savoir comment commencer, je ne suis peut-être pas le plus joignable de tous. Vous pouvez vous adresser à Jean-Luc Buntong Thiel, qui est le 2e développeur principal sur le projet, ou Antoine Lecubin. Voilà. D'autres questions? Ou on a fini? Eh bien, nous allons introduire Vermeil. Ah, c'est Photoshop. J'avais des super démos, je suis frustré.